L'objectif, c'est de vous faire une démonstration aujourd'hui, hein, de ce qu'on a fait en début d'année, notamment autour de l'IA. Je vais revenir très rapidement sur 2-3 slides pour expliquer un petit peu le fond du sujet de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Notamment, parmi les piliers d'Agilites, il y en a un, ce qui est le pilier central, là, qui est ATS Open Source. ATS, c'est le langage qu'on a créé, on va dire, on a commencé à identifier ce langage dès 2013, en fait, hein. C'est un langage qui est open source, qui est multiplateforme, qui va permettre de faire des tests sur la totalité des technologies qu'on supporte actuellement. Il faut savoir que ce langage, on l'a conçu pour qu'il soit utilisable par des IA, notamment en termes de génération et d'autocorrection des IA, et ce qui nous a fait créer Agilites par la suite. Ce langage diffère d'autres langages, hein, de description des tests, il décrit les intentions des utilisateurs, hein, donc des saisies clavier, des clics sur des souris, plutôt que des fonctionnalités techniques. Et donc, ça permet déjà d'avoir un moteur d'exécution qui est très robuste, hein. Quand on demande un clic, eh bien, on va obtenir un clic. Mais aussi, ça permet à une IA de bien comprendre la finalité et les fonctionnalités qu'on peut mettre derrière ce langage. À un moment donné, en fait, quand on fait travailler une IA, il faut que l'humain revienne dans la boucle et puisse contrôler que ce qu'il a fait, c'est bien conforme à ce qui a été demandé à l'IA. L'objectif, donc, c'est de permettre à des IA d'aller traiter du langage ATS, d'aller modifier, d'aller créer des tests sur la base d'un prompt qui sera indiqué en langage naturel par un utilisateur. Donc, on va renforcer, on va dire, l'aspect no-code historique d'Agilitest, en donnant la possibilité à des gens qui ne sont pas développeurs, finalement, de créer des tests automatisés. Ils vont pouvoir le faire en discutant simplement avec une IA. Par la suite, l'IA va avoir les moyens de traiter ce qu'on lui demande. Alors, on vous expliquera pourquoi et comment ce qu'on a mis en place pour que ça puisse fonctionner. Mais le principe, c'est qu'à la fin, il y ait une validation humaine. L'objectif, c'est vraiment de séparer une production intelligente du test et d'une exécution fiable. Donc là, on retourne sur les fondamentaux, hein. Les exécutions restent sous contrôle en fait du langage ATS et sont complètement déterministes. On a un petit serveur REPL en fait, mais c'est pas un serveur physique, hein, c'est un serveur que l'IA va pouvoir utiliser et qui va exécuter des commandes sur votre système de test. REPL, ça veut dire Read, Evaluate, Print Loop, et ça permet de générer des boucles. Ce petit serveur REPL, en fait, il est parfaitement adapté à la création de tests en ATS. Donc, il connaît la totalité des commandes ATS, il connaît le paradigme de fonctionnement. On a ajouté aussi la possibilité de récupérer des informations de l'application qui est en train d'être testée. Ça permet à une IA de créer son test petit à petit et puis par la suite de récupérer des informations pour éviter d'halluciner. Et donc, on peut très bien travailler avec l'IA en lui donnant 2-3 directives et ensuite l'IA va faire 200-300 boucles interactives avec ce mode REPL pour récupérer, créer un test, modifier le test, modifier le projet. Ce mode REPL permet donc notamment, hein, à l'IA de contrôler et de vérifier que ce qu'elle est en train de produire fonctionne bien en mode ATS. Donc au bout d'un certain temps, l'IA revient vers son être humain pour lui dire c'est bon, j'ai fini ce que tu m'as demandé. Et donc on va pouvoir intégrer tout ça dans Agilitest. Donc on peut rafraîchir le projet et ajouter en fait du contrôle humain, hein, des vérifications. On peut compléter les tests, on peut exécuter aussi des tests en mode natif. L'objectif, c'est que l'humain ait la capacité derrière de contrôler tout ce qu'a fait l'IA. Et je dirais que les principales fonctionnalités qu'on a ajoutées directement dans l'éditeur Agilitest récemment, c'est des fonctionnalités de contrôle. On va continuer d'en ajouter au fur et à mesure pour que Agilitest devienne aussi un outil qui permette de contrôler les modifications faites par l'IA. Et donc ensuite, on reste dans un cycle de développement totalement historique, on va dire, hein. Les fichiers ATS peuvent être poussés sur un référentiel, hein, sur Git par exemple, et ensuite vous avez un processus CI/CD qui ne fait pas intervenir l'IA à aucun moment, hein, qui peut rejouer la totalité de vos campagnes de tests. On travaille avec de l'IA puisqu'en fait l'IA va permettre de créer des tests, va aider les utilisateurs, mais par contre
la phase d'industrialisation reste sous contrôle des êtres humains et c'est super important pour nous. Vous retrouvez ici donc l'interface d'Agilitest. D'accord? Donc Agilitest, il faut le voir comme un environnement dans lequel vous allez générer vos scripts d'automatisation, vos scénarios, sous forme d'actions que vous allez déclarer ici à l'intérieur d'un scénario et qui vont engendrer différents comportements sur votre interface à tester. D'accord? Donc la première chose que je vais vous montrer ici, c'est un projet que j'ai généré spécifiquement pour aller utiliser l'IA et Claude plus précisément à l'intérieur avec un ensemble de scripts, et je reviendrai dessus. Ces scripts ont été générés ici par Claude. Donc on pourra aller les détailler ensemble, on pourra voir un petit peu comment ça fonctionne. Pour la construction d'un scénario, de manière très simple, donc la première chose que vous allez avoir à réaliser, hein, c'est l'ouverture d'un canal, le lien vers l'applicatif à tester. Vous allez paramétrer votre canal, vous allez ici envoyer l'URL, et puis une fois que vous arrivez, par exemple, dans mon cas, sur un site e-commerce, une sandbox qui me permet de vous montrer ici un scénario très basique d'achat, eh bien, vous allez pouvoir passer en mode capture, et ce mode capture va vous permettre d'identifier les composants sur lesquels vous souhaitez agir à l'intérieur. D'accord? Donc l'idée, c'est de pouvoir identifier vos composants, de faire un glisser-déposer et de paramétrer vos différentes actions fonctionnelles à réaliser tout au long de votre scénario. Donc là, moi, j'ai un scénario assez complet qui va me permettre de déclencher un achat sur lequel j'ai généré des sous-scripts, différents sous-scripts qu'on va pouvoir appeler avec des fichiers de données, par exemple, donc tout un système de diffusion de valeur ici à l'intérieur. J'ai un parcours d'achat, d'accord, sur un produit donné que je vais pouvoir réaliser. Ce parcours, il a été généré ici par IA. Alors l'IA, c'est ce qu'expliquait Christophe, on l'a implémenté à plusieurs endroits. La première chose en termes d'évolution, c'est que vous allez retrouver de l'IA dans l'usage de l'éditeur directement pour l'aide à la conception. Un exemple très simple, j'ai besoin d'appliquer une expression régulière à un moment donné sur l'une de mes données que je récupère. J'ai acquis un numéro de dossier sur mon parcours. Ce numéro de dossier, c'est une chaîne de caractères globale que je veux pouvoir retraiter. Eh bien, sans connaissance particulière, vous allez pouvoir utiliser l'IA. Et pour déclencher cette IA, vous allez avoir soit dans certains menus, par exemple les variables, un petit bouton IA ici que vous allez pouvoir déclencher pour déclencher l'agent, pour pouvoir communiquer avec celui-ci. Et donc ici, vous allez pouvoir lui demander de traiter une expression régulière, d'envoyer aussi des commandes. Par exemple, si je veux évaluer une variable technique et que je ne maîtrise pas un certain langage, Java, JavaScript, Python, eh bien, je peux demander à l'IA de me générer un bout de code qui va me permettre d'arriver à mes fins. Je vous donne un exemple très simple, mais si je veux calculer le prochain jour ouvré de la semaine et que je n'ai pas envie de passer par un script trop technique, eh bien, je peux réussir à trouver une petite formule en Java ou en JavaScript qui vient calculer ce jour. Et ça, l'IA peut me le fournir. D'accord? Donc, comment ça se matérialise? Eh bien, tout simplement, je vais activer l'agent. L'agent va se déclencher. Tout ça est paramétrable. Je ne l'ai pas montré, mais dans les paramètres, en fait, vous allez être capable de préciser si vous avez une IA interne ou pas, justement. Donc, soit d'avoir une IA par défaut qu'on vous propose, soit de taper sur votre propre IA et donc de converser avec l'agent pour obtenir, en tout cas, les éléments qui vous intéressent ou arriver à vos fins. Vous pouvez aussi déclencher l'IA sur un script donné. Donc, je peux le déclencher en faisant un clic droit, discuter avec l'agent IA. Et là, on a des fonctions qui sont un peu plus larges, qu'on a mis en place récemment, qui vont vous permettre euh, de manipuler votre scénario en apportant des métadonnées, notamment une description. Vous pouvez demander à l'IA de vous générer une description générique ou précise de votre scénario, sans avoir à vous-même le faire et à rentrer dans les paramètres. Vous allez pouvoir faire de l'évaluation, de l'analyse, donc typiquement faire un audit en fait de votre scénario. Est-ce que tu vois des points de faiblesse, des points d'attention sur lesquels je devrais me concentrer? Est-ce que éventuellement j'ai des locateurs qui sont bien formés ou pas? Et ça, l'IA va être capable de manière très générique pour le moment de l'analyser. Et puis d'apporter aussi des éléments structurels, des améliorations structurelles, par exemple des regroupements de scripts, identifier des briques fonctionnelles réutilisables pour vous. Donc de voir que par exemple, vous allez avoir l'habitude d'utiliser un sous-script qui va faire une recherche de produit, bah, peut-être de l'améliorer, peut-être de regrouper un tas d'actions spécifiques pour créer une brique fonctionnelle qui va être réutilisable, et puis du renommage, par exemple, pour des conventions, des standardisations de nommage. Bon, alors on peut faire l'exercice ensemble. Par exemple, je lui pose cette question-là, et on va pouvoir visualiser en fait l'échange avec tous les points qui vont être remontés ici par l'IA. Un premier niveau d'analyse, qui vont me permettre de pouvoir identifier où sont les problèmes.
Voilà, donc là, elle va parcourir tout le script. Vous voyez qu'elle maîtrise très bien le langage ATS, puisqu'on voit qu'elle est capable de prendre ligne par ligne et de vous faire des commentaires sur ces lignes-là. Et elle est capable aussi de générer du code ATS. C'est ça l'avantage, et c'est ce qu'a évoqué Christophe tout à l'heure en introduction. Et donc, on se fera un focus dessus juste après, sur un autre usage. Mais là, vous allez pouvoir, comme ceci, déjà avoir une analyse fine et prendre des décisions potentiellement pour venir améliorer, pour venir bah, rédiger des choses, modifier des choses au niveau de votre scénario et pouvoir les adapter, les variabiliser, etc. Ça, c'est un premier niveau d'usage que vous allez retrouver. Le deuxième niveau d'usage, il est un tout petit peu plus avancé. Notamment, vous allez pouvoir passer par un terminal. Vous allez, dans ce terminal, lancer Claude. Pardon. Donc, par exemple, voilà, je suis à la racine du projet, je vais simplement déclencher Claude en mode terminal et je vais pouvoir converser de la même manière ici que ce que j'ai fait avec l'agent IA, avec Claude plus spécifiquement. L'intérêt de Claude ici, c'est que Claude est le plus avancé, en tout cas en termes de compétences de développement, et donc pour manipuler du langage ATS. Et dans ce mode-là, on va notamment avoir le mode REPL, c'est ce qu'évoquait Christophe tout à l'heure quand il vous a montré la petite schématisation. Donc vous allez être capable de demander ici à Claude de déclencher le mode REPL et donc de démarrer un canal, un Chrome par exemple, sur lequel vous allez atterrir sur votre URL. Et là, l'IA va être capable d'aller faire de l'analyse à partir de ce navigateur et donc d'aller voir la structure de votre plateforme, de vous faire une proposition de scénario par exemple et de générer du code ATS en conséquence. J'ai un exemple très simple, je vous laisse pour le moment dans ce terminal-là et puis après je vous montrerai un extract de session que j'ai pu faire pour vous montrer les types de commandes qu'on va pouvoir réaliser. Là, tout simplement, je lui ai demandé de faire une analyse sur mon projet. Donc, le fameux projet que j'ai ici, je lui ai demandé de le parcourir et de me faire des recommandations par rapport à tout ce qu'il peut voir à l'intérieur du projet. Donc, vous voyez les différentes phases de réflexion de l'IA. Pour le moment, elle commence par faire une exploration complète de la structure, des fichiers et de tout ce qui est généré dans le projet. Donc, vous voyez qu'elle est capable de lire les scripts, elle est capable de lire le paramétrage des suites, les jeux de données qui vont avec, les fichiers de configuration. Et à la fin, elle va me proposer une synthèse. Donc, cette synthèse avec des éléments clés, d'accord, des points critiques, priorisés. Ça, c'est des consignes qu'on a pu lui donner. Vous pouvez paramétrer aussi votre IA pour avoir des consignes de réponse où moi, je lui ai demandé de structurer ces réponses d'une certaine manière pour pouvoir visualiser les propositions qu'elle me fait. Et là, vous voyez point par point ce qu'elle me propose. Donc, différents types d'améliorations, plus ou moins pertinentes. Là, c'est à moi de juger la pertinence des améliorations qu'elle me propose ou de l'analyse, en tout cas, qu'elle en fait. Et à la fin, elle va vous faire une synthèse sur les éléments à mettre en place en priorité et puis les éléments qui ne sont pas forcément urgents à mettre en place. Et là, vous gardez la main en fait pour appliquer derrière les modifications et améliorer votre projet. Je lui ai demandé ensuite de me lancer le mode REPL. Donc, on va le faire ensemble juste après. Je vais recopier cette commande et je vais la relancer. Comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ça correspond. Et sur ce mode REPL, en fait, je lui ai demandé de faire une analyse de scénario. Alors, je reviens juste, hop. Donc, je vais lui recoller ma commande. Je lui demande de déclencher le mode REPL et d'aller sur la sandbox. D'accord. Donc, je vais simplement donner l'URL. Et vous allez voir la réflexion d'IA en parallèle. Donc, elle est capable de lancer mon canal, d'atterrir sur le site. Et à partir de là, je vais pouvoir lui donner une consigne. On va retrouver trois types de catégories dans les commandes en fait, qu'on va pouvoir déclencher avec l'IA. On va dire trois thématiques. La première thématique, c'est l'exploration. Ça, vous l'avez vu, ça fonctionne très très bien. Donc l'IA, en gros, va parcourir au niveau de votre navigateur tous les onglets, tous les menus, tout ce qu'elle va trouver en termes de composants pour pouvoir faire une analyse cartographiée. Donc là, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Pouvoir générer du code, donc générer du code ATS et donc des scripts qui vont bien derrière pour pouvoir les reprendre dans votre projet. Ça, c'est ce que fait principalement, en tout cas, l'IA et ce qu'elle fait très bien. Vous avez aussi de la reprise de patrimoine dans ce projet, avant de lui demander de me générer des scripts complémentaires, d'accord. Donc, je vous le disais, hein, tous les scripts que vous voyez dans le projet ici, ce sont des scripts que j'ai générés par IA. En fait, j'ai commencé par lui générer un flux simple sur un scénario d'achat de produits avec le parcours de A à Z que moi j'ai été implémenté à ma manière et je lui ai demandé de reprendre et d'améliorer en fait ce que j'ai déjà fait. Donc en fait, j'ai fait une reprise de patrimoine sur un seul script, donc c'est pas forcément très pertinent. Et si vous avez déjà un patrimoine existant, vous pouvez aussi faire la même chose, une reprise de patrimoine avec une analyse d'amélioration, des pistes d'amélioration. Là, vous allez pouvoir améliorer votre patrimoine existant, peut-être le faire migrer si, par exemple, vous avez une légère modification
je ne sais pas, vous tapez sur votre environnement de validation, vous passez sur la pré-prod et d'un coup, vous avez des éléments qui ont changé à l'intérieur parce que vous avez des identifiants sur vos composants qui ne sont pas les mêmes. En fait, l'IA va être capable de le gérer très facilement, elle va être capable d'identifier les problématiques et de faire les correctifs nécessaires. Et surtout, l'IA est aussi capable d'apprendre de votre manière de faire. Ça, c'est une bonne pratique aussi. Je suis capable de lui montrer comment moi j'ai été identifier des composants sur un parcours donné, peut-être parce que vous avez une spécificité au niveau de votre interface, peut-être parce que vous avez un composant exotique ou une plateforme un peu exotique, entre guillemets, codée d'une certaine manière. Eh bien, je peux aussi prendre la main à un moment donné et lui demander à cette IA d'apprendre de ma manière de faire et de mettre ça dans son propre contexte. Donc, vous êtes capable de la corriger et elle est capable de retenir en mémoire ses correctifs pour la prochaine fois les appliquer. Ça veut dire que vous pouvez aussi personnaliser son comportement avec des bonnes pratiques. L'une des bonnes pratiques, par exemple, qu'on a été lui donner, c'est le fait de mettre des commentaires. D'accord, ça, c'est des commandes, des directives que vous pouvez lui donner pour aller structurer vos scénarios d'une certaine manière qui va correspondre à votre propre usage. Donc, l'intérêt, c'est vraiment cette personnalisation aussi pour avoir quelque chose qui colle au mieux à votre propre contexte et pas d'avoir une IA simplement générique qui va générer des choses mais qui ne sont pas pertinentes dans votre contexte. Là, on peut lui donner ce contexte et on peut lui demander d'apprendre de ce contexte pour aller se personnaliser un petit peu. Et le troisième point, c'est la notion de self-healing aussi. C'est le fait d'aller analyser des résultats. Peut-être que j'ai une campagne avec des erreurs à l'intérieur. Eh bien, je suis capable de lui donner mon rapport d'exécution. Je suis capable de lui demander de reprendre un ensemble de scripts en erreur et de me faire une analyse poussée pour comprendre le pourquoi du comment j'ai une erreur dans tel script. L'IA est très forte pour ça aussi, pouvoir identifier des choses qui vont poser problème et de vous proposer des correctifs. Et donc, c'est ce que je vous propose de faire ici en scénario. Donc, de manière très simple, j'ai un script dans mon projet qui est en erreur, que j'ai volontairement mis en erreur. Donc, je vais lui dire mon script que j'ai nommé test 4 est en erreur. Je veux que tu analyses le problème et appliques le correctif nécessaire que tu vas valider en REPL. Je lui demande de le valider en REPL parce que l'objectif ici, c'est qu'elle puisse en temps réel venir valider ce qu'elle est en train de faire. Donc l'IA ici, avec le mode REPL, va être capable de prendre des screenshots, par exemple, de valider un certain contexte, de valider les différences d'écran sur lesquels on va être, et donc de pouvoir identifier, par exemple, si elle obtient une erreur type 404 ou si elle a saisi un produit dans la recherche sur le catalogue et qu'elle obtient un produit complètement différent, bah ça, elle va être capable de le visualiser grâce notamment au screenshot qu'elle va prendre à chaque étape. Vous allez voir les différentes étapes qu'elle va mettre en place pour pouvoir le faire. Donc déjà, elle a été visualisée, le script, et elle a identifié une anomalie. Elle a vu que la saisie que je viens mettre en place ici à l'intérieur n'est pas viable. En fait, l'explication la plus simple ici, c'est que potentiellement, j'ai un jeu de données qui n'est pas viable et qui me donne une erreur. Ça pourrait être tout simplement, eh bien, j'ai été saisir un produit qui n'existe plus dans mon catalogue. Ça, c'est typiquement les erreurs courantes que vous pouvez avoir en exécution parce que vous ne maîtrisez pas votre environnement. Vous n'avez pas fait la sécurisation nécessaire au niveau de l'exécution. Vous n'avez pas de contrôle pour vérifier que lorsque je fais une saisie, une recherche, j'ai bien un produit qui remonte derrière avec le produit qui remonte, qu'il est cohérent par rapport à ma recherche. C'est un niveau de contrôle très basique que j'aurais pu appliquer. Là, je ne l'ai pas fait volontairement. Donc, je recherche un produit et j'obtiens un script en erreur. Et là, l'IA a détecté automatiquement que la saisie que je viens faire ici n'est pas bonne. Donc, tout simplement, elle va reproduire ça en mode REPL. Elle a été le saisir, ce produit. Et puis, elle va vérifier ce qui se passe. D'accord? Donc là, en live, elle va être capable de voir que j'obtiens une page de résultats qui n'est pas du tout conforme à celle que je cherche à obtenir. Et donc, effectivement, que le problème vient du produit que je suis en train de saisir. Donc, elle a bien détecté que j'avais 0 résultat. Elle a été détectée que moi, je recherchais un autre produit, puisque dans les vérifications que je viens faire dans mon script, je lui parle d'un autre produit. Ce produit ici, elle a été l'identifier, puisque c'est celui qu'elle vient de saisir ici. Donc, elle a compris qu'il y a un décalage entre une certaine action à un moment donné dans mon scénario et puis ce que j'attends finalement vraiment à l'intérieur de mon scénario fonctionnel. Donc là, elle a compris le problème. Vous voyez, elle va faire le correctif. Donc, elle identifie la ligne précise qui pose problème et elle va appliquer automatiquement le correctif. Donc, on voit que c'est une ligne qui me fait une saisie clavier. On vous montre le code ATS en parallèle. Et elle lance le correctif. Et donc,
ben, elle va valider le script, encore une fois, en mode REPL. Ça, c'est important. Elle a fait un correctif, mais pour vérifier qu'il n'y ait pas d'hallucination, elle aurait très bien pu faire n'importe quoi et me dire, c'est bon, j'ai corrigé, je te rends la main. Ben là, moi, je vais demander de vraiment revalider en mode REPL. Donc, elle va s'assurer que tout ce qu'elle vient de modifier est fonctionnel et que c'est bien le résultat que j'attends. Donc, elle va relancer la totalité du script, cette fois-ci avec la donnée modifiée. Ça, c'est très important. Christophe a parlé des hallucinations tout à l'heure. L'objectif, c'est aussi de sécuriser les allers-retours que vous allez avoir avec votre IA, parce que l'objectif, c'est pour réaliser un scénario simple, il ne faut pas avoir 36 allers-retours non plus, parce que vous allez perdre du temps. Ça va vous demander différents échanges avec des précisions au fur et à mesure au niveau de l'IA. Donc, l'objectif, c'est d'être assez précis dans ce que vous lui demandez pour éviter qu'elle soit trop large aussi dans les scénarios, par exemple, qu'elle peut vous proposer. Si je ne lui donne pas de directive stricte, en fait, l'IA va potentiellement tester tout ce qu'elle a à tester, tout ce qu'elle voit sur la page avec tous les champs à saisir, etc., tout ce qui est obligatoire. Or, peut-être que vous souhaitez vous concentrer que sur une seule partie. Donc, c'est là où la manière dont vous allez décrire le scénario en langage naturel, par exemple, va être primordiale. Le mode REPL, je ne l'ai pas précisé, mais on peut voir deux approches aussi, hein. Je peux aussi lui demander de rédiger mes actions étape par étape. Je l'aurais pu la diriger dans le scénario que je cherche à remplir. Va sur tel site, clique à tel endroit sur tel menu, fais telle recherche de produit, clique sur telle fiche produit, ajoute tant de quantité dans le panier et puis déclenche le tunnel d'achat. Je lui donne étape par étape ce que je souhaite faire. Elle le fait au fur et à mesure. Finalement, c'est comme si je reproduisais mon scénario dans Agilitest. Et à la fin de mon scénario, je lui dis, bah, maintenant, tout ce que tu viens de faire, tu l'enregistres dans un script et ce script, tu me le nommes test 1 achat produit, par exemple. D'accord, ça, c'est une première façon de voir les choses. Et la deuxième façon, c'est tout simplement d'avoir un scénario déjà décrit en langage naturel que je vais lui donner en entrée et elle va le reproduire. Soit je lui fais le descriptif, soit je peux très bien aussi avoir un fichier Excel ou un fichier texte, hein, peu importe, dans lequel je viens d'écrire mes étapes. Première étape, je fais ça avec telle vérification et telle validation. Deuxième étape, troisième étape, et ainsi de suite. Et ce scénario, vous lui donnez en entrée pour pouvoir le consommer et vous rédiger un scénario fonctionnel. Ça veut dire que si vous avez déjà un cahier de recettes, on sait qu'on a parmi nos clients déjà euh, un usage aussi pour de la génération de cahiers de recettes et de scénarios de test. Bah, déjà, à partir de ça, vous êtes capable de générer des tests automatisés parce que vous pouvez lui donner ça en entrée. Et en fait, vous avez une grosse partie de la boucle qui est déjà implémentée grâce à ça, puisque vous lui donnez un entrant avec le scénario rédigé. Et donc, à chaque fois, elle me propose des pistes pour aller plus loin. Donc, elle peut aligner le standard, etc. Si jamais on veut vivre, je vais simplement lui demander de recharger le projet. Alors, ça, c'est très important. J'ai besoin de mettre à jour ici les scripts qui ont été modifiés. Et je vais pouvoir reprendre la main. Donc là, c'est un script qu'elle est venue modifier. Si elle avait généré un nouveau script, eh bien, on verrait un nouveau script ici apparaître, le test 5, par exemple. Si je reprends mon script, hop, le problème venait de cette ligne-ci, c'était ma saisie clavier. Alors, je ne vous l'ai pas montré au préalable, donc je vous demande de me croire sur parole. J'invente pas ici, hein, je ne vous propose pas un faux correctif, hein. C'est vraiment ce qu'elle a modifié. Ici, en fait, on avait la saisie d'une valeur qui était complètement invalide, et donc la modification s'est appliquée sur cette action-là, la fameuse saisie clavier. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était une action keyboard, donc c'est vraiment le fait de saisir quelque chose, où elle a fait la modification de valeur. Et j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu lui dire, bah, je voudrais que cette valeur que tu saisis, tu l'inscris dans une variable et que potentiellement tu me génères un sous-script qui va avec, que tu fais l'extraction du sous-script pour pouvoir avoir un usage sous forme de briques fonctionnelles réutilisables. Tout ça, c'est des consignes que vous pouvez lui donner. Elle ne l'a pas fait, parce que je ne lui ai pas demandé de le faire. Et donc, par défaut, elle cherche à simplement se contenter de faire ce que vous lui demandez. Si jamais elle prenait trop d'initiatives, bah, encore une fois, on pourrait aussi avoir des hallucinations. Donc, elle aurait pu se dire, bah, en fait, je vais créer des sous-scripts, et à force de créer des sous-scripts, en fait, elle va factoriser des choses qui n'ont aucun sens. Et là, ce n'est pas ce que je lui demande, donc elle se tient simplement aux consignes que je lui ai données. Mais j'aurais pu lui donner des consignes complémentaires pour aller étendre l'usage. Donc, si je synthétise cette partie IA que vous allez retrouver ici, trois usages de la génération à partir de l'exploration d'une plateforme. Donc, essayer de comprendre ce que je peux générer comme scénario et lui demander de générer des scripts. L'IA le fait très bien puisqu'elle manipule le code ATS, ça on l'a vu, et donc elle est capable de vous générer des choses de manière très poussée, très proprement, avec les consignes que vous allez lui donner. Donc, dès le début, si vous lui demandez de factoriser, de variabiliser, d'associer des fichiers de données sur lesquels vous allez pouvoir itérer, bah, elle est capable de vous le faire d'un seul coup avec un script bien construit
factorisé avec les sous-scripts qui vont bien, un fichier de données, peut-être plusieurs itérations viables, voilà, si vous lui demandez plusieurs cas. C'est ce qu'elle m'a généré, par exemple, sur mes cas de connexion. D'accord. Donc, je lui ai demandé de tester la connexion. Bah, elle a été capable d'identifier que dans ma connexion, j'ai deux types de profils, un profil utilisateur et un profil admin. Et elle m'a généré tout simplement les cas de test qui vont bien. Alors là, elle ne m'a pas généré dans ce cas-là, par exemple, de fichiers de données, puisque je ne lui ai pas donné la consigne. Donc, elle me les a simplement ici paramétrés sous forme de paramètres d'entrée. Mais j'aurais pu lui demander, encore une fois, de générer des fichiers de données. Tout ça, c'est des consignes que vous allez pouvoir lui donner. Deuxième chose, en synthèse, donc la reprise de patrimoine, faire une analyse d'un patrimoine déjà existant pour toutes les pistes d'amélioration sur vos scripts et aussi de l'apprentissage sur des bonnes pratiques que vous pourriez avoir en interne. Ça peut être aussi des scripts plus ou moins bien automatisés, j'ai envie de dire, sur lesquels vous allez pouvoir compléter l'automatisation et la reprise du code ATS. Et le troisième point, c'est de l'analyse d'erreurs. Donc ça, on l'a vu aussi. L'objectif, c'est de pouvoir analyser des scripts qui poseraient problème. Donc typiquement, vous avez des erreurs qui remontent pendant vos exécutions. Vous lui donnez en entrée potentiellement les rapports d'exécution, puis les scripts à aller analyser. Et l'IA est capable de vous faire des pistes d'amélioration, des pistes de correction pour pouvoir aller faire les correctifs nécessaires, les valider et vous redonner la main derrière. Donc, trois usages complémentaires sur l'IA que vous allez retrouver ici. Une fois que vous avez donc cette génération de scripts, juste pour boucler sur la phase d'industrialisation, je vous le rappelle, hein, on a un mode d'exécution qui va se passer ici. Là, pour le moment, on était en mode conception, on était en mode exploration des scénarios. Mais ensuite, dans le gestionnaire des exécutions, vous allez pouvoir paramétrer des suites d'exécution. Pareil, ces suites d'exécution sont manipulables par l'IA. Toutes les suites que vous voyez ici ont été générées par l'IA, à l'exception de la suite qui s'appelle suite, qui est celle qui est par défaut dans l'éditeur. Mais voilà, l'IA a été capable d'identifier l'intérêt fonctionnel de chacune des suites, donc avec des tests fonctionnels classiques, des smoke tests, puis des tests ici sur le checkout au niveau de ma sandbox, au niveau de mon site e-commerce. Et donc, elle a été positionnée à l'intérieur, les scénarios qui vont bien. Elle a généré des groupes aussi spécifiques par rapport à ces scénarios. Donc ça, c'est intéressant puisqu'elle est capable de taguer certains scripts pour des usages particuliers. Donc ça, c'est aussi l'avantage de l'IA. Et donc de paramétrer les suites qui vont avec des variables d'exécution, avec une description à chaque fois et toutes les métadonnées autour de ça pour pouvoir générer un rapport complet avec toutes les données que l'on attend à l'intérieur du rapport. Je vous le rappelle, une fois que vous souhaitez générer le rapport, plusieurs façons de le faire. Soit je passe par l'interface d'Agilitest, je lui demande de générer le rapport, je lui paramètre tout ce qui m'intéresse ici à l'intérieur et je viens lancer l'exécution. Donc là, via mon interface machine directement, mais j'aurais aussi pu passer par un conteneur. D'accord. Je vous rappelle, on a plusieurs conteneurs à disposition, plusieurs technologies de conteneurs. Ça peut être du Docker, ça peut être du Podman, ou ça peut être le AJ conteneur qu'on vous propose également. Donc là, c'est pour avoir une exécution conteneurisée. Je vais conteneuriser mes images système. Donc, je peux avoir plusieurs conteneurs en parallèle et je peux déclencher plusieurs exécutions sur ces images-là. Ça veut dire que je vais pouvoir paralléliser les exécutions. Ça va me permettre de gagner du temps si effectivement j'ai qu'une seule suite qui dure 5 heures. Je vais peut-être la découper en plusieurs petites suites et pouvoir déclencher tout ça en parallèle. Et l'intérêt en plus de la conteneurisation, je vous le rappelle aussi pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manipuler cette technologie, ça vous permet de ne pas solliciter votre interface machine, puisque si je lance une exécution classique compilée sur ma machine, ça va solliciter l'interface, je vais avoir mon canal qui va démarrer, et donc je ne vais pas pouvoir faire autre chose en parallèle potentiellement. Si je suis en train de rédiger un mail, je vais interférer également avec le scénario qui va s'exécuter dans l'interface. Donc ça va me poser problème, et donc je vais plutôt préférer ici passer par de la conteneurisation. Je ne vais pas le présenter parce qu'on a des webinaires, on a un webinaire spécifique et puis on a de la documentation. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller visualiser toute cette documentation. Et puis, pour terminer sur tout ce que l'on peut vous proposer également dans ces nouveautés pour 2026, on a aussi les rapports d'exécution qui ont été complétés. Donc, les rapports d'exécution, ça, c'est le rapport final qui va s'ouvrir à la fin de l'exécution. Vous allez avoir plusieurs éléments qui vont vous permettre d'interpréter les résultats. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers non plus avec les rapports d'exécution, vous allez retrouver un bloc général qui va vous présenter la synthèse avec un bloc par suite d'exécution lancée. Là, j'ai lancé la totalité de mes suites d'exécution dans mon projet. Et puis, à l'intérieur, un bloc par test. D'accord. Bon, chaque test, selon le niveau de détail des rapports que vous avez été paramétré, eh bien, vous allez retrouver plus ou moins d'informations et surtout l'information pertinente qui va vous intéresser derrière.
Là, vous allez retrouver mes scénarios qui ont été construits donc, par IA avec des descriptions spécifiques explicites qui vont me permettre de comprendre ce que je suis en train de faire et ce que fait mon test. Et puis des traces que je vais demander de générer voilà, pour avoir des commentaires qui vont apparaître à différents endroits et qui vont me permettre d'interpréter le résultat. Ça, c'est très important, encore une fois. Générer des choses, c'est bien, mais si vous n'êtes pas capable de comprendre ce que vous avez généré, ça va vous poser problème. Donc l'objectif, c'est aussi d'obtenir des traces dans les rapports d'exécution parce que vous ne devez pas être enfermé et complètement dépendant de l'IA, vous devez être capable de reprendre la main à un moment donné sur ce que vous a généré l'IA. Et donc ça fait partie aussi de la partie maintenance, ça fait aussi partie de la compréhension de votre scénario. Et donc tous ces commentaires vont vous permettre d'apporter du contexte fonctionnel pour comprendre ce qui se passe et ce qui se déroule sous vos yeux. Voilà, juste d'avoir des actions, ça ne suffit pas. Il faut aussi être capable d'interpréter pourquoi on fait ces actions-là et ce que ça va vous générer d'un point de vue scénario fonctionnel. Et donc, les commentaires induits par l'IA ici ont ce rôle-là et vous permettent de comprendre ce qui se passe. Donc, toutes les actions que vous allez pouvoir retrouver avec les prises d'écran qui vont vous permettre de comprendre ce que vous obtenez à chaque fois. Et puis, différents types de commentaires. On va avoir le rapport visuel qui est la concaténation des screenshots de chaque scénario qui vont être commentés et animés. Ça, on sait que c'est plutôt très apprécié par nos clients. Et pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, voilà, ça fait partie des rapports clés que vous pouvez manipuler. Essayez de comprendre ce que vous obtenez comme résultat. Donc tout le flux fonctionnel. Un rapport beaucoup plus synthétique qui vont vous permettre de comprendre un petit peu, qui va vous permettre pardon, de comprendre un petit peu le résultat global. Alors, je n'ai pas activé l'analyse IA dessus, mais vous avez une analyse IA complémentaire qui va vous permettre de comprendre les tendances de votre exécution et notamment les points de vigilance à avoir. Je ne l'ai pas activé, mais en gros, ça vous donne une petite synthèse, comme si je lui avais donné à Claude à analyser le rapport, en tout cas, et de me faire une synthèse de cette exécution. Là, vous allez la retrouver directement dans le rapport overview. On a un rapport beaucoup plus synthétique qui va vous permettre d'avoir la synthèse globale des exécutions. Pareil, ça, c'est un rapport qui est pas mal utilisé par nos clients. Et puis, vous allez retrouver plusieurs éléments à disposition. Ce tableau de bord qui va contenir vraiment pas mal d'indicateurs, c'est un canevas HTML en fait, que vous allez pouvoir modifier. Il y a vraiment beaucoup de données à l'intérieur, donc je ne vais pas me focaliser dessus, mais il faut savoir que c'est à votre disposition et vous pouvez complètement personnaliser ces données. Il suffit de reprendre le canevas HTML et de le personnaliser. En fait, ça se fait très bien via IA pour avoir tous les indicateurs clés qui peuvent vous intéresser. Concernant les tests que vous avez générés, les types de tests, les actions que vous avez à l'intérieur, les tendances par rapport à ces tests, les utilisateurs qui vont venir pousser des choses dans votre projet, qui poussent le plus de choses, les groupes, pouvoir identifier là où vous avez le plus de tests et les thématiques de vos tests à partir des groupes que vous obtenez, toutes les modifications, tracer les modifications que vous allez avoir à disposition, etc. Donc vraiment tout un tas d'indicateurs jusqu'à une couverture potentielle par rapport à des indicateurs que vous allez lui donner en entrée, et donc d'avoir une pseudo-couverture aussi de vos tests par rapport à ces indicateurs que vous allez lui donner en entrée. Donc c'est vraiment très pratique, ça vous permet de visualiser, de prendre un petit peu de recul sur ce que vous avez généré. Et puis pour compléter tout ce que je suis en train de vous expliquer, ça c'est une synthèse des échanges que j'ai pu avoir sur une session IA avec Claude, donc la session que j'ai démarrée typiquement ici, que je lui ai demandé d'extraire et de formater sous un certain format de rapport que vous pouvez exploiter. Ça peut être intéressant pour historiser par exemple vos échanges de session avec Claude et d'avoir un retour en fait sur les requêtes que vous avez pu lui demander. Donc, typiquement, vous allez avoir les échanges. Typiquement, là, je lui ai demandé de démarrer le mode REPL et puis toute la synthèse en fait de l'analyse ou des réponses que Claude vous a apportées. Pourquoi c'est intéressant? Alors là, les deux actions que je vous montre ne sont pas intéressantes, mais ce qui est intéressant, c'est par exemple de l'analyse de scénario. Eh bien, vous allez pouvoir visualiser la réponse complète que vous a donnée l'IA, d'accord? D'avoir une couverture potentielle des scénarios. C'est exactement ce que je vous ai montré en fait dans le terminal, mais pour avoir quelque chose d'un tout petit peu moins barbare, parce que je sais que ça peut faire peur aussi d'avoir une interface terminale pour quelqu'un qui est très fonctionnel. Ce format de document, ça peut être un tout petit peu plus exploitable pour pouvoir comprendre l'échange et en avoir une analyse beaucoup plus poussée avec un point de vue externe pour comprendre en fait ce qui se passe dans les échanges. D'accord? Typiquement les priorités de script et des actions à mettre en place, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez visualiser le code ATS qui a été généré. Donc là, typiquement, toutes les actions ATS qui ont été manipulées pour vous montrer vraiment que l'IA, en fait, elle va vraiment dans le code et elle maîtrise complètement ces différentes actions que vous allez retrouver.
Là, vous avez l'extraction des commandes et de la console en fait qui a été générée tout au long de la session, avec une synthèse, voilà, pour vous expliquer ce qui a été identifié, un périmètre particulier, les scripts qui ont été générés et l'accès aussi à ces scripts avec des indicateurs clés. Et tout ça, c'est des documents que vous pouvez générer assez facilement via l'IA. Actuellement, ce qu'on propose, hein, c'est de passer par Claude. Claude, c'est on va dire la seule IA actuelle qui a la capacité de comprendre ce qu'on a mis en place avec le mode REPL. Il faut savoir que l'ensemble des fonctions du mode REPL sont aussi exposées sous forme d'un serveur MCP qui peut être utilisé. Donc, si vous avez déjà des fonctionnements de ce type-là, vous pourrez vous appuyer dessus. Tu peux revenir sur le schéma, en fait, Pierre Axel, c'est pas gênant. Voilà, merci beaucoup. Donc finalement, l'IA qu'on permet d'utiliser, qui nous permet aussi de faire converger notre modèle, hein, de collaboration entre l'être humain et puis l'IA via le mode REPL. Pour l'instant, il n'y a que Claude, et ça passe par un compte externe. Vous l'avez vu, il n'y a pas d'intégration réellement faite dans Agilitest, hein. On est obligé de passer par un terminal. Petit à petit, on va quand même intégrer tout ça. Et notre objectif, c'est de fournir à nos clients un serveur qui pourrait être déployé et qui permettra de travailler localement sur son propre système IA. Voilà. Également, on pense qu'à terme, les IA vont converger, qu'il sera aussi possible d'utiliser d'autres IA. Pour l'instant, en fait, quand vous êtes dans le chat IA Agilitest, en fait, quand c'est des fonctionnalités simples comme calculer des regex ou autres, on peut passer par n'importe quelle IA et c'est configurable directement dans l'outil de chat que vous a présenté Maxime. Mais sur ce mode REPL, on attend que les choses convergent un petit peu plus pour le permettre. Et donc, ça passe par un Cloud Code installé sur votre poste et ça passe évidemment aussi par des abonnements Claude que vous devez avoir par ailleurs chez vous. Mais comme je vous le dis, l'objectif sera de permettre rapidement en fait à nos clients, on est déjà en train d'entraîner des serveurs là-dessus, à nos clients de déployer des serveurs IA qui seront capables de faire le même type de choses en interne. Alors comme vous le savez, il faut quand même des serveurs un petit peu gonflés, hein, pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Donc c'est un investissement. Mais c'est un investissement aussi qu'on peut discuter avec nos clients et qui se ferait pas uniquement dans le cadre de l'utilisation avec Agilitest, hein. Il y a des testeurs qui pourraient l'utiliser pour faire, ou des développeurs qui pourraient l'utiliser pour faire autre chose. Le développement d'Agilitest et le développement de toutes les fonctionnalités qu'on fait autour du produit Agilitest et du langage ATS sont amenés à évoluer et évoluent très très régulièrement et très rapidement actuellement. Donc, on va dire que la vision qu'on vous donne aujourd'hui de ce qu'on fait n'est pas celle qu'on vous donnera au mois de septembre, ni même en fin d'année, en fait. Tout ça va fortement évoluer. Combien de temps pour produire un test automatisé qui demandait 4 heures? Pour l'instant, on évalue entre x5 et x10. Ça dépend vraiment des tests qu'on demande à réaliser. Qui peuvent être réalisés en toute autonomie par une IA. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire autre chose en parallèle et on pense que le métier de testeur va fortement évoluer dans l'utilisation des IA. Ça reste à confirmer. On a des clients qui sont très intéressés par ce qui est présenté là actuellement. Mais tous n'ont pas la possibilité d'utiliser l'IA sur leur propre projet. Donc, je dirais qu'en ce moment, on a plusieurs clients qui sont partis sur l'utilisation de Claude. Et on va faire des points réguliers avec eux pour faire évoluer notre modèle et voir un petit peu quelle productivité ils ont par rapport à ce qu'ils avaient avant. Également, donc ici, l'objectif sera de faire un retour sur investissement par rapport à ces problématiques-là. Je veux revenir quand même sur l'utilisation de l'IA. Actuellement, l'utilisation de l'IA, c'est quelque chose qui est quasiment presque gratuit, on va dire. C'est payant, mais c'est quasiment presque gratuit. On considère que l'humanité, enfin moi je considère que l'humanité, dans tous les cas, pour l'instant, ne paye pas le vrai coût de l'IA. Et c'est pour ça que au niveau de l'exécution en fait, hein, des tests, nous on va s'accrocher. Finalement, c'est ce qu'on pense sincèrement, c'est que une exécution déterministe à base de langage ATS est beaucoup plus viable à long terme qu'une exécution à base
de scripts générés directement par des IA et qui peuvent être joués par des IA. Voilà, donc s'il y a des fonctionnalités au niveau du CI/CD qui seront faites par Agilitest, ça sera peut-être pour analyser les rapports qui sont générés par une exécution déterministe ou des choses comme ça. On a fait une extension récemment là, qui permet de faire des contrôles RG2A. Donc, il y a un check RG2A qui est disponible dans Agilitest et qui génère des rapports liés au support de cette norme. Il se trouve qu'il y a à peu près 70 des 106 règles RG2A qui peuvent être codées facilement. Il y en a une trentaine qu'on met sous contrôle de l'IA. Voilà, donc typiquement, ça, c'est des choses où en fait, c'est un contrôle humain qui doit être fait. Mais bon, ce n'est pas forcément non plus des choses ce qu'on va vouloir rejouer très régulièrement, comme des tests de régression. Voilà. Donc ponctuellement, on va ajouter des fonctionnalités qui seront utiles en mode CI/CD, mais la vocation quand même du langage ATS demeure de rester sur la création de scripts déterministes et rapides à exécuter. Je vais revenir aussi sur la collaboration entre les testeurs, les développeurs, les architectes fonctionnels. Il se trouve qu'on a fait des essais de génération de tests à partir d'éléments de référence qui peuvent être des user stories, qui peuvent être aussi des points features si vous travaillez avec le langage Gherkin. C'est tout à fait fonctionnel. En fait, on peut partir d'un langage humain ou d'un langage de type Gherkin pour permettre aux IA de générer, en tout cas l'IA Agilitest en mode REPL fonctionne bien avec ça, pour générer des scripts de tests à partir de choses qui sont spécifiées par ailleurs. On a même des clients qui, sur la base des projets qui sont réalisés, des projets de test, vont également mettre à disposition de l'IA qui réalise des tests, bien tout un ensemble de fichiers qui sont les fichiers de développement de l'application pour permettre à l'IA de confronter à la fois les développements qui sont faits et puis les tests qui sont réalisés. On a bon espoir en fait sur ces sujets-là parce qu'on pense que dans certains cas, l'IA pourra peut-être même proposer d'ajouter des identifiants aux développeurs. Donc c'est un sujet qu'on va creuser aussi, hein, une sorte de collaboration tripartite. Ce qu'on fait en fait quand on fait du TDD ou de la TDD, hein, c'est une collaboration tripartite qu'on remettrait au centre de l'IA pour permettre à l'IA d'avoir toutes les informations nécessaires pour réaliser des tests fonctionnels complets. A priori, au niveau de la génération des scripts, hein, on a réussi à avoir des scripts qui étaient assez complets et qui étaient assez représentatifs. Il y a une question sur le sujet représentatif de ce qui avait été demandé par l'utilisateur. Donc, si vous vous détaillez complètement les fonctionnalités que vous voulez dans vos tests, le mode REPL va fonctionner et va vous générer un test en fait dans lequel vous aurez la totalité de ce que vous avez demandé. Alors après, ce qui fonctionne bien en mode REPL également, c'est de demander de modifier des tests, d'ajouter des fonctionnalités, de variabiliser des scripts, par exemple. C'est ce qu'on a fait. On a fait un test sur le site Breitling. Et on a demandé à l'IA à un moment donné de vérifier la totalité des tarifs de la totalité des montres du site internet. Et en fait, elle nous a généré un script avec un sous-script itératif auquel en fait le script parent va passer un fichier de données qu'elle a elle-même généré avec une trentaine de montres et de tarifs à contrôler à l'intérieur. Donc elle connaît très bien le paradigme de fonctionnement des sous-scripts et du data-driven testing avec Agilitest et à générer toute seule finalement cette organisation des scripts. Alors ça permet, hein, quand vous avez des équipes qui travaillent sur des projets de test existants, ça permet, comme l'IA a accès à la totalité des projets de test, du projet de test sur lequel vous travaillez, ça permet à l'IA aussi de s'adapter à ce qui a déjà été fait. Donc si jamais vous avez un script de login qui est déjà existant, elle va l'utiliser. Elle ne va pas réinventer la roue, hein. Elle va se baser en fait sur des éléments qui sont déjà existants, des tests qui sont déjà existants. Et donc, y compris pour la génération des locators, hein, si vous avez déjà des locators qui sont robustes et qui sont définis dans vos tests, l'IA peut très bien calquer
ce fonctionnement pour générer des locators robustes également. Et en ce sens, l'IA fait parfaitement partie des équipes de testeurs, en fait, hein, comme un testeur additionnel qui va se comporter comme un de vos testeurs, finalement, de vos équipes. Donc, elle va adopter complètement votre façon de travailler. Une question par rapport à l'usage et le fait d'apprendre de la manière de faire. C'est ce que tu dis en fait, hein, pour illustrer, et je réponds donc à la Oui, question j'ai de vu la Julien par question. rapport à ça. Ouais. C'est de dire que bah, voilà, quand vous lui donnez des bonnes pratiques et que vous lui demandez de l'enregistrer dans son contexte, en fait, ce contexte, il est lié au projet. Elle va mettre à jour son propre contexte à l'intérieur de ce projet-là. Donc effectivement, si vous êtes plusieurs à travailler dessus, bah, plusieurs personnes peuvent impacter ce contexte, mais l'objectif, c'est de rester dans une vision globale de cette manière de faire. Ce n'est pas pour chaque utilisateur, c'est vraiment sur ce projet-là, voilà comment je dois travailler, voilà les consignes générales que je dois garder en tête, et donc les directives qui doivent être définies en amont. Voilà. Oui, vous pouvez tout à fait avoir votre propre prompt en fait qui définit quelles sont les règles que vous souhaitez imposer en fait à l'IA pour travailler, hein. Notamment, nous ce qu'on a fait, c'est on a dit qu'on voulait des commentaires en fait sur la totalité des scripts qui étaient générés de façon à pouvoir voir ce qui a été fait. Et donc l'IA, au-delà du mode REPL, va lire mon prompt personnel et va générer des commentaires dans tous les tests qu'elle fait. Peut-être aussi insister sur le fait que, alors j'ai vu plusieurs commentaires disant que finalement, on peut aussi faire ça directement avec des solutions techniques et puis se passer complètement d'agility test. Alors, ce qu'il faut mettre en avant, hein, c'est vraiment le côté aussi code ATS. L'intérêt du code ATS et d'agility test d'une manière générale, c'est de pouvoir avoir une interface qui permette de répondre et de faire communiquer un peu deux mondes, un monde technique et un monde très fonctionnel métier qui n'aurait pas ces compétences techniques pour pouvoir faire l'analyse. Donc encore une fois, bah, tout va dépendre de votre contexte, mais l'objectif, c'est d'être capable de communiquer dans un seul et même langage. Et là, le rôle d'ATS, c'est de jouer ce rôle, en fait, justement, et de garder la main sur ce qui est généré. J'ai vu plusieurs questions aussi qui disaient bah, comment je vérifie que ce que génère l'IA est viable, bah, tout simplement parce que vous pouvez reprendre la main dans l'éditeur sur le script qui est généré. Et si vous avez le moindre doute, il suffit de le relancer et de vous sécuriser par rapport à ça. Donc, à aucun moment vous êtes enfermé sur ce que fait l'IA, sur ce que génère l'IA. Et si c'est pas généré correctement, bah voilà, vous êtes mal parce que j'ai envie de vous dire, vous allez générer beaucoup de choses, mais beaucoup de choses fausses. Là, c'est l'inverse justement. Vous allez générer des choses, mais c'est un outil pour vous aider à augmenter votre productivité. Vous gardez la main derrière à l'intérieur et vous pouvez faire la validation qui va bien si jamais vous voulez rajouter une surcouche de validation pour sécuriser. Voilà. Donc, c'est vraiment le rôle d'ATS. J'insiste dessus parce qu'il faut vraiment le voir comme ça et dans l'intérêt global d'Agility Test. Notre objectif, hein, clairement, avec la solution Agilitest, enfin, au-delà du tarif qu'on va demander à nos clients, il faut savoir qu'en fait, quand vous devenez client Agilitest, vous bénéficiez d'un support à l'utilisation de l'outil et à l'utilisation de l'IA. On commence à fournir du support à nos clients à ce sujet-là. On va dire que c'est un service en fait qui est fourni et qui est complètement intégré dans le tarif des licences. Et qui est très, très, très apprécié par nos clients, puisqu'en fait, on a des renouvellements très réguliers des clients Agilitest. En fait, ils ont compris finalement notre stratégie, ils ont adopté notre stratégie et ils savent qu'en fait, en termes d'innovation, finalement, on produit très régulièrement des innovations et on fait en général à peu près 50% des améliorations et de la roadmap et des fonctionnalités nouvelles qui sont des demandes de nos clients. Voilà. Et en ce sens, on va un peu se différencier de solutions open source qui peuvent proposer des solutions équivalentes avec une proximité qu'elles ne pourront pas avoir.